Si je disais qu'un empire mafieux a dirigé Montréal pendant des décennies, me croirais-tu? C'est aux petites heures du matin que Vito Rizzuto a été arrêté à sa luxueuse résidence puis amené au centre d'enquête nord de la police de Montréal après qu'un mandat eût été délivré contre lui à la demande. Voici l'histoire de la famille Rizzuto, une dynastie criminelle venue de Sicile qui a contrôlé la ville de Montréal d'une main de fer. Au début du XXe siècle, des milliers d'Italiens du Sud, plus précisément, ont quitté leur ville. Avec pas d'argent, ils ont pris la décision de quitter leur famille et leur maison. Donc pour eux, Montréal était vraiment une terre promise. Sauf que malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ils sont arrivés dans la misère, dans le froid du Canada. Et en plus de ça, certaines personnes commençaient à les appeler les macaronis. C'est un peu raciste, on va pas se mentir. Mais bon, malgré tout ça, ils tiennent bon parce qu'ils ont un avenir et c'est déjà mieux que qu'est-ce qui se passait en Italie. Dans les ruelles sombres du quartier de la Petite Italie à Montréal, une communauté italienne se forge. Une culture, une force, une langue que lentement va transformer la ville de Montréal à jamais. Dans l'île Montréal, je pense que nous avons presque 200 000 Italiens. Dans Montréal même, 180 000. Mais dans toute cette croissance culturelle, il y avait une autre force, cachée, discrète, impitoyable. Les années passent et dans les années 70, une nouvelle famille débarque, les Rizzuto. Les Rizzuto viennent pas seulement pour avoir une vie meilleure, non. Eux, ils veulent dominer. Nicolo, le père de famille, il veut pas que Montréal soit seulement sa ville d'immigration. Non, en fait, il veut que ça soit son empire. Il débarque au Canada en 1964 avec sa femme et son fils Vito. Il crée une entreprise dans le bâtiment. Il finit par se développer pour avoir des parts dans plusieurs business dans la construction. Grâce à tout ça, il réussit à faire fortune, mais son argent n'était pas uniquement légal. À ce moment-là, il était déjà dans des magouilles. Il connaissait pas mal de gens qui étaient dans l'import-export, qui lui permettaient de faire de l'argent dans le business de la drogue. La montée des Rizzuto ne faisait pas plaisir à la plus grosse famille mafieuse de Montréal de cette époque, les Controni. Ses connexions et son business illégal lui permettaient d'avoir une protection de la mafia new-yorkaise, car ces derniers contrôlaient de loin la ville du Québec. Vito ne veut pas juste être un chef de gang de rue. Il voit plus grand. Il voit carrément plus loin. Du coup, il s'associe avec la famille Bonanno, qui fait partie des 5 grandes familles de la Cosa Nostra new-yorkaise. Le pont stratégique entre les États-Unis et l'Europe et le reste du monde. Et ainsi commence l'ère Rizzuto. Une ère de pouvoir, de sang et de silence. À Montréal, Vito et son père Nicolo Rizzuto ne bâtissent pas seulement un petit gang de rue. Ils ont ramené avec eux les racines profondes de la mafia italienne dans le froid du Canada. Et ce qu'ils construisent, c'est pas juste une petite organisation, c'est une dynastie criminelle. Pendant que tous les projecteurs sont braqués sur New York et Las Vegas, Montréal devient tranquillement la capitale silencieuse du crime organisé du Canada. Et au centre de cette formation, un seul nom s'impose. Paolo Violi, né en 1931 en Calabre, était le bras droit de Vic Controni, le parrain de la mafia montréalaise de l'époque. Controni se faisait vieux, donc allait probablement bientôt prendre sa retraite, et Violi était prêt à prendre sa place. Mais en janvier 1978, il est abattu d'un tir de fusil dans un salon de coiffeur à Saint-Léonard, quartier de Montréal. Pourquoi? Il y a 2 rumeurs qui circulent. Des écoutes secrètes rendues publiques en 1976 ont été exposées et il était en train de critiquer la mafia montréalaise. Il perd toute sa crédibilité dans le milieu. La deuxième était qu'il voulait prendre le pouvoir au détriment des Siciliens menés par Nicolo Rizzuto. Une guerre éclate. Quelques mois plus tard, son frère Domenico est tué. En 1980, Rocco, leur dernier frère, est abattu par un sniper devant ses enfants. Certains disent que la commission, donc la mafia new-yorkaise, a validé son exécution. D'autres disent même que les Controni voulaient sa chute. C'était la fin du clan Violi et le début du règne des Rizzuto. Mais les Rizzuto ne s'arrêtent pas là. Ils prennent le contrôle du trafic de drogue, s'infiltrent dans les jeux d'argent illégaux et s'immiscent dans les chantiers de construction. Chaque béton coulé, chaque permis signé, chaque argent misé, tout ça rapporte du fric directement
à la famille. Je ramassais la job, après, mais les extras, mais les fonctionnaires, on en a vu à Montréal combien qu'ils n'avaient de corrompus. Fait qu'ils faisaient des extras bidons. Ouais. Eux ramassaient 25%, mettons sur 100 000, tu leur donnais 25 000 en pot de vin, puis eux te passaient 100 000 sans que tu aies fait les travaux. Là, tu donnais ta cote au crime organisé, tu donnais ta cote aux politiciens, aux partis politiques qui étaient au pouvoir. Fait que Pour qu'ils continuent à être au pouvoir, pour continuer à t'engager. Et pour accompagner tout ça, des compagnies ont été créées pour blanchir de l'argent. Des restaurants et d'autres compagnies fictives. Et malgré cette expansion fulgurante, Vito semble rester dans une stabilité incroyable. Dans un monde de chaos, il préfère l'équilibre. Il maintient la paix entre les clans. Mais les autres clans n'acceptent pas tout ça par diplomatie. En fait, c'est plutôt par crainte. Et en 1988, Niccolo Risotto est arrêté pour trafic de drogue et passe 5 ans en prison au Venezuela. Il a été retrouvé chez lui avec des centaines de kilos de cocaïne. Malgré ça, la famille Risotto continue de régner sur Montréal grâce à Vito. Dans les années 90, les Risotto ne sont pas juste surpuissants. Ils sont devenus en quelque sorte le cœur invisible du système. Ils dirigeaient les choses comme s'ils faisaient partie du gouvernement, mais tout en restant cachés dans l'ombre et bien évidemment en restant dans l'illégalité la plus totale. Avec eux, le crime n'est plus juste le bordel, le désordre. C'est devenu une organisation. Mais bon, chaque empire finit toujours par se fissurer. Et pour la famille Risotto, tout a commencé à craquer au début des années 2000. Un vieux dossier refait surface. En janvier 2004, Vito Risotto est arrêté par les autorités québécoises à la demande du FBI. Mais ce n'était pas pour un crime commis à Montréal. C'était pour un triple meurtre à New York en 1981. Dans les années 80, 3 membres haut placés de la famille Bonanno, qui sont soupçonnés d'être des traîtres, sont exécutés dans un sous-sol à Brooklyn. Tout ça dans une embuscade froide et brutale. Les autorités américaines ont pu remonter jusqu'à Vito à cause de Joseph Massino, aussi appelé Big Joey, qui est l'ancien parrain de la famille Bonanno. Joseph Massino est arrêté pour plusieurs meurtres, extorsions et rackets, et il encourt la peine de mort. Et donc pour éviter d'avoir cette peine, il fait ce que aucun parrain n'avait fait avant lui, il devient informateur pour le FBI. Donc il raconte aux enquêteurs que Vito Risotto était là durant le meurtre en 1981. En 2006, le mafieux montréalais est extradé aux États-Unis. Et l'année suivante, il plaide coupable. Pas comme le tireur, mais comme participant à l'opération. Et grâce à un accord avec les procureurs, il évite la peine de mort et reçoit 10 ans de prison. Ça a choqué beaucoup de monde qu'il ait reçu seulement 10 ans, même si 10 ans c'est énorme. Mais la preuve reposait sur des témoins avec une crédibilité fragile et en plus l'affaire datait de 20 ans. Donc sur ce coup, ça l'a sauvé un peu. On veut l'inculper en fait aux États-Unis de complot pour meurtre au profit de la puissante famille Bonanno, l'une des 5 familles mafieuses de New York, de gangstérisme et explicitement des meurtres de 3 des lieutenants de cette famille Bonanno assassinés lors d'une pure... L'Italien puissant de Montréal a été menotté, exposé et jugé. Avec son départ, c'est tout le cœur de l'organisation qui s'arrête de battre. Sans Vito pour maintenir l'ordre, le chaos reprend à son apogée. Les anciens alliés, ses poteaux sûrs, commencent à devenir opportunistes. Les couteaux pour poignarder dans le dos sont dégainés très très vite. C'est alors que les Calabrais, liés à la Ndrangheta, rentrent dans la danse. Ils flairent la faiblesse depuis le départ de Vito et ils ont qu'un objectif, prendre le trône. Pendant que les Risotto tentent de garder le contrôle, les assassinats commencent à s'enchaîner. Un par un, les piliers de la famille tombent. Et en 2010, c'est le choc. Niccolo Risotto, le père de Vito, tombe. Il est abattu d'une balle en pleine tête chez lui. Et cela a prouvé une chose, ça a prouvé que personne est intouchable. Niccolo Rizzuto, le chef de la mafia la plus puissante du Canada, a été tué chez lui le 11 novembre dernier. Un meurtre qui s'ajoute à de nombreux autres règlements de compte. Les responsables pourraient être une famille rivale des Rizzuto. Après le meurtre de Niccolo, les regards changent. La ville devient un peu plus silencieuse. Et il y a une seule question qui hante tous les esprits. Qui sera le prochain? Après 6 ans derrière les barreaux, le nom que tout le monde murmurait revient à Montréal. Vito Risotto est de retour. Mais ce n'est plus le même homme. Entre-temps, il a tout perdu. Son père assassiné, son fils assassiné,
des amis très proches l'ont trahi. Ce qu'il retrouve, c'est plus son empire, non, c'est rendu juste un tas de ruines. Mais Vito n'est pas venu pour pleurer, non, c'est pas ce genre de mec. Il est revenu pour reprendre, pour nettoyer et surtout pour se venger. Toutes les gens qui l'ont trahi tombent un par un. Et en plus, c'était pas n'importe qui. C'était des hommes influents qui sont morts sans témoin et surtout sans suspect. Du coup, tout le monde commence à comprendre. Les gens pensaient que Vito était là pour reconstruire, pour ramener une stabilité, le calme. Mais en réalité, il voulait plutôt se venger. Il voulait se venger de tout le monde. Ce n'était donc pas une reconstruction, c'était une vendetta. Avec tous les assassinats qu'il y a eu, Vito est redevenu comme il était, craint et puissant. Mais comme tout être humain, personne n'est immortel. Le 23 décembre 2013, Vito Rizzuto meurt d'un cancer du poumon. Le roi est mort. Après la mort de Vito en 2013, il n'y avait plus de chef. Il y avait seulement une figure assez forte pour pouvoir maintenir la paix. Mais après sa mort, tout de même, ses héritiers ont fini par se diviser. D'autres grands dirigeants deviennent de plus en plus fatigués à cause de la vieillesse et des ennemis de plus en plus nombreux. Les anciens alliés se trahissent encore, et les jeunes veulent prendre leur place. Et les Calabrais poursuivent leur avancée, prenant territoire par territoire, petit à petit. Les règlements de compte commencent à devenir quelque chose de banal. Des bombes, des armes à feu, il y a eu beaucoup de dégâts. À un point où plus personne ne savait vraiment qui était avec qui. Ils savaient même plus qui faire confiance. En 2015, sentant la violence monter, lors des opérations Mago et Mastiff, plus de 200 agents frappent en même temps Leonardo Rizzuto, le fils de Vito, ainsi que Stefano Solecito, le fils d'un fidèle allié. Après tout ça, Leonardo Rizzuto a pu s'en sortir, mais s'est ensuite fait re-arrêter en 2025. Le crime qui était organisé n'est plus organisé. Il est devenu fragmenté. Ce qui était autrefois un empire bien huilé n'est plus qu'un simple champ de bataille. Les anciens parlent de l'époque Rizzuto avec nostalgie, comme un âge d'or révolu. Aujourd'hui, Montréal a changé, mais les cicatrices sont encore là. Des ruelles du quartier Saint-Michel au centre-ville, les échos de la famille Rizzuto résonnent encore. L'opération de Frédéric Silva avec la police qui était en cours depuis 3 ans a fait éclater le clan Rizzuto jeudi. Il y a des suspects qui ont été amenés ici au centre opérationnel Est. Parmi eux, les 2 co-chefs du clan mafieux d'origine sicilienne, Leonardo Rizzuto, fils du défunt parrain Vito Rizzuto, et Stefano Solecito. La mise en accusation de ces individus va assurément avoir un fort impact et venir déstabiliser les sphères du crime organisé. Au total, 11 présumés criminels arrêtés, dont David Barberio, qui a joué le rôle de patron de la rue et chef de discipline au sein de la mafia, Pietro D'Adamo, considéré comme une étoile montante du clan Rizzuto, Vito Salvaggio, l'un des hommes forts de l'organisation, et le membre en règle des Hells Angels, Jean-Richard Larivière.